Chapitre 17. Myrdat, qui ne désirait à présent qu'une chose, se retrouver seul dans sa cellule pour pouvoir consulter le cylindre mémoriel, dut pourtant attendre que Yorg ait terminé son tour d'inspection. Après cette journée et son combat contre les deux démons, en particulier le second, la tension retombée, elle sentait soudain le contre-coup l'écraser. On pouvait repousser la peur et les émotions que les démons, surtout les plus puissants, suscitaient en soi, les encapsuler dans une petite cage et les garder prisonniers le temps d'agir. Il fallait être doué de cette qualité pour être inquisiteur. Ceux qui en étaient dépourvus ne faisaient pas de vieux os. Généralement, ils craquaient à la première confrontation sérieuse, s'effondraient et mouraient de manière effroyable. Une perte sèche pour l'Inquisition et l'Église qui avaient passé des années à les former. C'est pour cela que dans les écoles du chapitre, on poussait les novices dans leur toute dernière limite jusqu'au point de rupture et au-delà. On tamisait, comme disait Yorg, pour séparer le bon minerai du vulgaire. Et quand le premier écrémage était fait, on continuait toujours plus loin, toujours plus fort. On appelait cela le creuset, là où on faisait fondre le métal pour en tirer toutes les impuretés, ne conserver que le meilleur et reconstruire pour créer l'élite des combattants de la Sainte Église, les seuls à pouvoir se dresser contre l'enfer et ses légions, les inquisiteurs. Myrdat avait passé toutes ces épreuves et les avait franchies sans coup férir, mais cela, Yorg n'en avait jamais douté. Il avait toujours su qu'elle y arriverait, lui avait-il confié, dès le moment où il l'avait découverte, dans cette maison en flammes, les membres brisés, mais brandissant néanmoins un tisonnier en direction du démon qui venait d'exécuter son père, en un réflexe de survie extraordinaire. Oui, elle savait faire cela. Elle savait repousser ses émotions, les enfermer, les encapsuler, pour continuer d'agir là où d'autres seraient devenus fous ou se seraient effondrés. Comme au milieu de ce vaste carnage, cette salle transformée en abattoir, en antichambre de l'enfer, où les cadavres démembrés, éviscérés, équarris, dégorgeaient encore leurs fluides vitaux sur les fauteuils et les tapis dans une odeur insoutenable. Elle suivait Yorg alors que le grand inquisiteur circulait dans les travées, tous s'écartant dès qu'il approchait avec une crainte révérentielle. Il auscultait chaque chose de ses yeux sans teint, enregistrait chaque détail. Myrdat, elle, passait d'un corps à l'autre, retenant un frisson devant l'état ou l'expression de certains. Oui, elle repoussait, encapsulée, mais elle savait qu'à un moment ou un autre, il faudrait payer l'addition, et qu'elle serait salée. Sa grande peur était qu'un jour, quand les barreaux de la cage céderaient, dans un de ces moments solitaires, au creux de la nuit, où les ténèbres les rongeaient, les érodaient, les fragilisaient, et que ce qu'on y avait si longtemps enfermé se libérait, il ne l'emporte avec lui dans son enfer. Cela arrivait parfois, d'un coup. Un des leurs parvenait à ses limites, affrontait une abomination de trop, la goutte qui faisait déborder le vase, ou plutôt la dernière petite bouchée qu'il fallait au monstre pour avoir la force de briser ses attaches. Dans le meilleur des cas, le malheureux ou la malheureuse se supprimait, dans d'autres, il restait en vie. Ou pire encore, il s'en prenait à ses frères et sœurs du chapitre. On devait l'enfermer ou l'abattre si on ne parvenait pas à le maîtriser. Heureusement, cela n'arrivait pas souvent. L'Église veillait sur ses inquisiteurs par la confession, chacun venant régulièrement vider son sac et les pensées qui le troublaient. Les confesseurs étaient très doués pour déceler une âme en perdition et prévenir le vicaire supérieur, et donc Yorg, pour que soit évité le pire. La plupart du temps, on y parvenait. Mais la peur était là, retenue, cachée, mais toujours présente, celle d'affronter le démon de trop, celui qui vous ferait basculer dans l'abîme avec lui. Et ce soir, après tout ce qu'il venait de se passer, ce qu'elle avait vu puis combattu, Myrdat sentait même à cet instant que les barreaux de la cage étaient fragiles, très fragiles. Pourtant, elle devait tenir. Il y avait quelque chose dans sa manche qu'elle devait examiner, un mystère à élucider, un mystère qui concernait ses parents. Quand Yorg se tourna enfin vers elle pour lui annoncer leur retour au chapitre, elle retint un soupir de soulagement et s'efforça de garder un visage indéchiffrable. Mais Yorg la connaissait trop bien pour se laisser berner ainsi. Tu as l'air épuisé, Myrdat. Excuse-moi, je t'ai poussé au bout de tes forces après ce terrible combat, mais je devais voir tout cela par moi-même.
Je comprends, votre Excellence, avait-elle seulement répondu. Il l'avait fixé un long moment de son regard trop pâle qu'on aurait pu prêter à un aveugle s'il n'avait eu cette attention aiguë qui vous poinçonnait le crâne. Enfin, il s'était détourné et, l'entraînant à sa suite, avait pris le chemin de la sortie. Ils traversèrent le vestibule où les corps des terroristes retenaient de nombreux spécialistes qui bourdonnaient autour comme des mouches empressées. Au milieu de toute cette agitation, Mierdat chercha Marcel des yeux et finit par le trouver. Marius s'était fait plaisir, un peu trop même. Marcel, plié en un angle impossible, ainsi que les blessures qui le marquaient, étaient impressionnants. Comment Marius avait-il pu... C'est ton ami le commissaire qui a fait cela, demanda Jorg. Ce n'était pas une question, mais une affirmation. Mierdat, aussi surprise que lui, répondit avec une certaine prudence. « Ce n'est pas mon ami, c'est un Criscognard. » Elle avait prononcé ces mots comme si ça réglait tout. Et peut-être fut-elle assez convaincante. « Eh oui, je suppose que c'est lui. » Ce garçon possède une force peu commune, fit remarquer Jorg avec sobriété. Plier un homme de cette façon et le mettre dans cet état, surtout sans amélioration dicanomatique. Les Criscognards sont des brutes, assena Mierdat. C'est assez vrai, approuva Jorg. Mais c'est néanmoins étonnant. D'autant plus que ce malfrat, lui, était optimisé. Il répéta après un instant. Oui, étonnant. Il acheva alors qu'il sortait sur le parvis de l'opéra. Garde des distances avec lui, Mierdat. Ce sera plus prudent. Je n'avais pas l'intention de le retrouver de sitôt, votre Excellence, répondit aussitôt Mierdat, que ses propres paroles troublèrent, car elle se demandait justement si elle n'avait pas envie de le revoir le plus tôt possible. Et ce n'était pas seulement une histoire d'attirance, du moins essayait-elle de s'en convaincre, et y arrivait presque, mais plutôt un besoin, voire une nécessité. Elle se sentait perdue dans cette histoire, qui se complexifiait de minute en minute et dans laquelle elle ne pouvait faire confiance à aucun de ses habituels soutiens. La seule personne à cet instant qui semblait pouvoir lui apporter son concours, c'était Marius. Quand elle reporta son regard sur la place qui s'étendait devant eux dans la nuit cristallopolitaine, Mierdat constata qu'un certain attroupement s'était formé. Ce n'était guère étonnant vu le déploiement de force qui se trouvait à présent devant le palais Garnier. En plus de véhicules de secours, aussi bien terrestres qu'aériens, tous gyrophares allumés, qui ne cessaient leur rotation, chargeant les blessés pour les amener aussitôt vers les hôpitaux de la capitale, les engins de la Crispole et ceux frappés de la croix d'argent de l'Inquisition, il y avait de quoi attirer l'attention des badauds, toujours à l'affût d'un fait divers à raconter. Ce soir, ils étaient servis. Un cordon de Criscognards s'était déployé devant le bâtiment pour empêcher les curieux ou les journalistes d'entrer, et les yeux de Mierdat s'agrandirent. Devant les grilles se dressaient deux inquiétantes et massives silhouettes cuirassées, hautes comme deux hommes, aux énormes épaules, au buste colossal, aux poings de métal énormes, aux jambes articulées à l'envers, se terminant par de longs sabots, aux bras gauche surmontés d'un canon relié à un conteneur dans leur dos, d'où filtrait la clarté spectrale, reconnaissable entre toutes, du licanium. Des licanomates, murmura-t-elle, impressionnée malgré elle par ces imposants golems de cuivre et d'acier qui dominaient tous et toutes de leur ombre martiale. Les troupes de choc des oligarques, quand les effectifs de la Crispole classique n'y suffisaient pas. Leur réponse à l'Inquisition et aux attaques des terroristes comme Antipolis. Ils ont tendance à les déployer de plus en plus souvent, constata Jorg sans s'émouvoir outre mesure. Ça impressionne la populace et du rappel qui commande. Il ajouta alors qu'il passait entre deux des énormes automates dont les crânes cuirassés, profondément enfoncés dans leurs colorettes, semblaient à ceux des chevaliers de jadis, se barrer d'une unique et étroite visière luminescente. Il t'effraie ? Je n'aime pas ces grosses machines, avoua Mierdat. Si elles se détraquaient... Oui, j'y ai pensé aussi. Mais on m'a assuré qu'elles sont commandées à distance par le grand calculateur qui a été mis en fonction voici 10 ans pour gérer les cristallopoles et qu'il n'y avait aucun risque qu'elles échappent à son contrôle, et donc au leur, puisqu'il contrôle eux-mêmes le grand calculateur. Il précisa néanmoins en baissant un peu le ton afin qu'on ne l'entende pas. Mais je suis comme toi. Je n'aime pas l'idée que l'on confie notre sécurité à des automates. Alors qu'il montait à bord du gyrocoptère de l'Inquisition, sous les regards de la foule et les flashs des journalistes dont certains
osait même crier « Inquisitrice Myrdat Inquisitrice Myrdat !» pour qu'elle se tourne dans leur direction. Jorg, indifférent à toute cette agitation, conclut. Ne t'inquiète pas, Myrdat. Jamais une de ces machines ne te remplacera. Les pales se mirent à tourner de plus en plus vite. Le gyrocoptère s'éleva pour gagner son couloir de vol au-dessus de la capitale. Myrdat laissa son attention errer sur le palais Garnier, entouré par la foule, telle une fourmilière éventrée comme ces cadavres horriblement mutilés qui jonchaient la salle. Ces hommes, ces femmes que le démon avait... Les images insoutenables revenaient, toutes celles qu'elle avait jusqu'alors enfermées. Pas maintenant. Par un effort surhumain, elle les repoussa. Jorg devina-t-il ce qui se passait en elle? Elle sentit son regard s'attarder sur son visage. Elle venait à peine de refermer la porte sur cette erreur qu'il demandait. Myrdat, es-tu sûr que cette mutante ne t'a rien dit avant de mourir? Quelque chose qui pourrait nous donner un indice, n'importe quoi. Myrdat se figea, une sueur glacée couvrit soudain son dos. Il fallut qu'elle force ses cordes vocales et retienne les tremblements de ses doigts pour répondre. « Non », elle fit mine de réfléchir. « Non, je ne me rappelle rien, votre Excellence. » Elle fixa les deux billes quasi incolores du regard de Jorg, qui paraissait plonger au plus profond de son âme, dépister le mensonge. Elle était persuadée qu'il lisait en elle comme dans un livre ouvert, qu'il allait saisir sa manche, la secouer et en faire tomber le cylindre mémoriel que... Il se détourna. Reportant son attention sur les toits de la cité, la tour Eiffel au loin qui illuminait la nuit, axe central de toute la cristallopole, il lança seulement. Tu as l'air épuisé, Myrdat, et c'est bien naturel. Il te faut du repos. Ce fut tout. Myrdat relâcha sa respiration qu'elle ne s'était même pas rendu compte d'avoir retenue. Le gyrocoptère se posa sur le toit du chapitre. Ils en descendirent tous deux et pénétrèrent dans le bâtiment. Au moment de se séparer, toutefois, alors qu'elle s'apprêtait à rejoindre sa cellule, Jorg l'apostropha une dernière fois. « Myrdat ?» Elle se figea. « Oui, votre Excellence ?» Les confrontations avec les démons majeurs sont perturbantes et traumatisantes. Et un 9e cercle est un cas exceptionnel. Ce n'est pas anodin. Je t'entendrai donc en confession la semaine prochaine pour que tu décharges ton esprit de tout cela. Une fois encore, Myrdat sentit une sueur glacée entre ses omoplates. Elle se força à répondre sans se retourner, essayant de rendre sa voix aussi assurée que possible. « Bien, votre Excellence. » Elle crut bon d'ajouter. « Je vous remercie de tant vous soucier de moi. » « Tu es précieuse, Myrdat, très précieuse. N'es-tu pas ma meilleure élève? Je ne voudrais pas te perdre par mon manque de vigilance. » Et pour la première fois de sa vie, cette voix aux harmoniques métalliques ne la rassura pas, bien au contraire. Tout le temps où elle s'éloigna et jusqu'à ce qu'elle tourne à l'angle du couloir, elle sentit peser dans son dos le poids glacé du regard du grand inquisiteur. Elle traversa le bâtiment, descendit 2 étages, gagna l'aile des appartements. Elle passait juste devant la cellule d'Elena quand la porte de celle-ci s'ouvrit à la volée pour libérer son amie qui se rua sur elle et la saisit de ses mains. « Myrdat, tu vas bien ?» Elle paraissait sincèrement inquiète, ses traits fins, marqués par l'angoisse et ses grands yeux bleus tourmentés. En d'autres circonstances, Myrdat aurait apprécié, aurait peut-être même été émue, mais pas cette fois-là. « Ça va, » répondit-elle, se forçant à sourire. Ce ne fut pas suffisant pour apaiser Elena qui embraya aussitôt. « Je viens de regarder sur le fluoroscope ce qui s'est passé à l'opéra. On dit que c'est un carnage, mais que tu as affronté et exorcisé seul un 9e cercle. C'est vrai ?» Myrdat n'avait aucune envie de reparler de tout ça maintenant, et puis... En aurait-elle eu envie? Elle avait autre chose à faire. « Oui, mais... » Elle n'eut pas le temps d'en dire plus, Elena explosait. « Tu es folle, un 9e cercle, seul !» Elle martela. « Tu aurais pu mourir ou devenir dingue. Pourquoi ne m'as-tu pas attendu? Nous l'aurions affronté toutes les deux. » « Tu n'étais pas en état, répondit Myrdat à bout de patience, à bout de force. Tu m'aurais gêné ou tu te serais fait tuer. Gêné? S'indigna Elena en se reculant comme si elle l'avait giflé. Le bleu de son regard soudain assombrit. Gêné? Escris Cognard, ce commissaire, celui qui t'a appelé ici. Il t'a gêné, lui, peut-être. Il y avait autre chose que de l'inquiétude maintenant sur le visage et dans le regard d'Elena. De la détresse, de la colère et... Myrdat n'avait pas envie d'affronter ça ce soir. Elena, trancha-t-elle en se dégageant, on en parlera demain, tu veux? Je suis épuisée, j'ai besoin de dormir. Plantant là son amie, elle avança jusqu'à sa cellule, l'ouvrit, la referma, la verrouilla. Dans la pénombre, son lit l'attendait, tentateur. Elle n'aurait rien désiré de plus que de s'y laisser tomber, mais ce fut vers le bureau qu'elle se dirigea, s'assit, et après avoir allumé le fluoroscope, y enclencha le cylindre mémoriel
qui se mit à tourner avec un léger bourdonnement. Elle déploya la feuille réactive de l'appareil qui s'illumina de sa clarté verdâtre. L'image, tout d'abord floue, tremblota un instant, se précisa alors que le fluide se réchauffait. Mierdat se pétrifia. Sur la surface luminescente, inchangée, telle qu'en son souvenir, son père l'a fixée.